c'est que nous ne sommes pas en conflit avec les peuples de l'Occident. Mais nous sommes en conflit avec les élites dirigeantes de plusieurs pays de l'Occident. Et si cette guerre est perdue, les peuples de France, de la Bretagne, de l'Allemagne, ils vont dire hey, vous avez obtenu quoi? Prenons maintenant les leaders de l'Europe de l'Ouest. J'ai souvent de grands doutes sur leur capacité intellectuelle. Je ne vois pas de logique dans cette position, sauf les intérêts géopolitiques de l'Occident. Alors, à la faveur des célébrations du 9 mai, GPTV réalise des interviews de personnalités russes issues du monde des médias, du monde économique, du monde politique. Et aujourd'hui, vous nous recevez. Vous êtes donc sénateur Alexei Pouchkov, président de la commission pour les médias et l'information au Sénat de la Russie. Et dans une vie antérieure, vous avez également été journaliste, speechwriter, plume de Mikhail Gorbatchev, et enfin président de la commission des affaires étrangères à la Douma d'État. Vous êtes également essayiste, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule en français Le jeu russe sur l'échiquier mondial. Alors, bon, nous allons parler du jeu russe, bien sûr. Ma première question serait de vous demander votre analyse des origines de ce conflit russo-ukrainien qui est dépeint par les médias et les classes dirigeantes européennes comme une agression non provoquée de la Russie à l'encontre de l'Ukraine. C'est pour fixer les choses. Évidemment, le conflit ukrainien a des racines très profondes. Et ces racines proviennent de la période quand la décision fatidique a été prise en Occident et par l'Occident d'élargir l'OTAN dans la direction orientale. C'était en 1993-94 que cette décision a été prise de fait, bien que officiellement ça s'est passé plus tard. Et en premier lieu, l'idée était de faire entrer dans l'OTAN la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Et on nous disait que ça sera toute l'histoire, que ces trois pays vont joindre l'OTAN et par cela, l'expansion va se terminer. Mais comme on a vu, les choses se sont passées différemment. Je pense que la stratégie était d'incorporer dans l'Alliance Atlantique du Nord toute l'Europe, sauf la Russie. Et je sais qu'en 1993, déjà, on parlait aux États-Unis, on parlait de l'Ukraine comme le but final de l'expansion de l'OTAN. Donc, c'est une histoire qui date depuis 20-25 années. Et on prévenait l'Occident. Moi, j'ai fait partie de beaucoup de rencontres officielles et semi-officielles, beaucoup de conférences, beaucoup de symposiums où on discutait de cette question. Et nous avons prévenu nos interlocuteurs, les Américains, les Allemands, les Français, les Britanniques, que ça sera une raison très sérieuse d'une très grande crise entre la Russie et l'Occident. On ne voulait pas nous écouter, on disait « Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous allez faire entrer des divisions russes dans les pays de l'OTAN ?» On disait « Non, on ne va pas faire ça, mais il y aura une abîme politique et peut-être même militaire qui va se creuser entre l'Occident et la Russie. » C'était la période où les relations étaient plus ou moins positives. Et il y avait beaucoup de contacts, et la Russie était considérée comme un partenaire stratégique de l'Union européenne. On avait aussi une déclaration
commune fondamentale sur les relations de la Russie et de l'OTAN. Donc c'était une période de détente. Les années 90, début années 2000. Mais l'Occident a considéré que la Russie était faible à ce moment-là, il faut en profiter. Et donc, élargir la zone d'influence de l'Occident sur tous les pays qui autrefois entraient dans le pacte de Varsovie, et plus tard de faire entrer tous les républiques qui étaient, enfin, en Europe, tous les républiques qui faisaient partie de l'Union soviétique. Et je pense que c'est là, comme j'ai dit, cette décision fatidique et fatale, d'une certaine manière, fatale pour les relations entre l'Occident et la Russie, qui a mené à la crise actuelle. Donc, depuis 2007, je pense qu'il y a eu une évolution négative entre l'Occident et la Russie. Ça a commencé d'ailleurs par une déclaration très honnête et très réfléchie du président Poutine, qui a fait un grand discours à la conférence de Munich en février 2007, où il a prévenu que la Russie ne va pas accepter ni le monde unipolaire, ni l'OTAN qui entend s'élargir jusqu'aux frontières de la Russie. Je pense que cette déclaration de Poutine a été prise d'une manière assez légère par l'Occident. Nous avons considéré que, bon, le président de la Russie n'est pas content, mais on va continuer ce qu'on veut faire. Et en 2008, la Russie a démontré que ses intentions sont très sérieuses et que on ne va pas accepter tout ce qui peut être fait sur l'ancien espace soviétique par les forces occidentales et pro-occidentales. Et quand le président géorgien Mikhail Saakashvili a commencé de bombarder la capitale de l'Ossétie du Sud, Tskinvau, le 5 août 2008, nous avons riposté. Et je pense que c'était là le début de la grande crise, de la nouvelle guerre froide entre l'Occident et la Russie. D'ailleurs, à ce temps-là, tout de même, les choses ne sont pas allées trop loin, parce que tout le monde en Occident, et ça a été reconnu plus tard par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, que c'était Saakashvili qui a commencé la guerre contre l'Ossétie du Sud. Et donc, je me rappelle, en septembre 2008, je faisais partie d'une grande conférence internationale au lac Como, en Italie, où était venu le vice-président des États-Unis, Cheney. Et il a lancé ce mot d'ordre il faut isoler la Russie, pour ce que la Russie a fait en Ossétie du Sud. Et nous avons, il faut le rappeler, nous avons défendu l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, et nous avons reconnu l'indépendance de ces deux républiques, qui ont été agressées par le gouvernement de la Géorgie. Et ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que presque personne n'a applaudi M. Cheney. Tous les Européens qui étaient rassemblés dans la salle, ils étaient vraiment réticents de suivre cette idée d'une isolation de la Russie. Et d'ailleurs, le président français, Nicolas Sarkozy, a joué un grand rôle dans la résolution de cette crise en Géorgie, en tant qu'intermédiaire entre Tbilissi et Moscou. Mais plus tard, malheureusement, cette tendance s'est accentuée, premièrement parce que l'idée de faire entrer de nouveaux pays dans l'OTAN était toujours effectuée par l'OTAN. Deuxièmement, parce qu'il y a eu de nouveaux conflits qui se sont avérés.
C'était le conflit en Libye, par exemple, parce que la Russie, à ce moment-là, a accepté la logique de l'Occident qui disait qu'il faut défendre les citoyens, les civils en Libye. Et on s'est abstenu pendant le vote de la résolution 1973 qui permettait de prendre des actions pour la défense de la population civile en Libye pendant le début de la guerre civile dans ce pays. Alors, malheureusement, l'Occident a utilisé ce vote au Conseil de sécurité pour lancer une guerre réelle contre le gouvernement de la Libye, avec Muammar Kadhafi en tête. Et à ce moment-là, on s'est dit que c'est terminé, on ne va plus soutenir l'Occident dans leur agression dans les pays du monde arabe et n'importe où. Et quand une guerre non déclarée contre la Syrie a commencé en 2011, nous avons décidé de soutenir le gouvernement de M. Assad. Surtout qu'il était agressé non pas par les forces démocratiques, comme insistait la presse française, mais par des forces radicales, djihadistes. Et d'ailleurs, ces forces dites démocratiques ont effectué un grand attentat terroriste en France en novembre 2015, quand ils ont tué 130 personnes à Paris. Et j'ai demandé aux journalistes et aux hommes politiques français qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment est-ce que les forces démocratiques font des actions terroristes sur le territoire de la France. Et je n'ai pas reçu de réponse. Et donc, ça n'avait rien à voir avec le soutien des forces démocratiques en Syrie, ça avait tout à voir avec la doctrine américaine, aussi européenne, de remplacer les gouvernements, regime change, changement de régime, dans les pays arabes qui étaient considérés pas trop pro-occidental. C'était un jeu très cynique. Et d'ailleurs, Assad n'était même pas anti-occidental. Sous le gouvernement de Assad, pas un seul représentant des pays occidentaux n'a péri en Syrie. Et il avait de bonnes relations, d'ailleurs, avec le gouvernement français et plusieurs gouvernements occidentaux, mais l'idée est venue d'introduire de nouvelles forces qui devraient diriger la Syrie, et en étant pro-occidental, mais à vrai dire, c'était le soutien de l'ISIS, c'était le soutien des forces djihadistes. Et donc la Russie n'a pas accepté ça, c'était déjà la troisième crise, donc la Géorgie, la Libye, la Syrie, et c'est seulement après que l'Ukraine est venue. Seulement après. Par cela, je veux dire que cet abîme entre la Russie et l'Occident s'est creusé pendant plusieurs années. Et nous sommes de l'opinion que l'Occident a considéré la fin de l'Union soviétique en tant que carte blanche pour établir un ordre international qui serait justement unipolaire, concentré autour des États-Unis et de leurs alliés, pour établir cet ordre, comme ils disent, rules-based order, un système international basé sur rules, sur quelques règles, mais les règles, où est-ce qu'ils sont établis? Ce qui est curieux, c'est que quand on leur demande, est-ce que ce rules-based order, est-ce que c'est la charte de l'ONU? Ils disent non. Mais ça vise à remplacer. Oui, absolument. C'est, comme je l'appelle, c'est le droit international parallèle. Et non officiel, mais réel. Mais on leur dit, mais comment est-ce que vous pouvez parler de rules-based order si ce n'est pas accepté par la communauté internationale? Ces rules, ces règles sont établies par qui? Par Washington, par Paris, par Londres, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces pays-là pensent qu'ils ont le droit d'établir des règles pour le monde entier? Et il y a seulement la charte de l'ONU qui doit être la base du système international, de l'ordre international. Et donc ce décalage entre les intérêts de la Russie et l'image que la Russie a du monde contemporain
ce décalage s'est approfondi, et puis l'Ukraine était, je pense, une étape finale et malheureusement logique de cette dégradation des relations. Nous sommes, et nous étions, et nous sommes pas du tout les seuls à mettre sous question cet ordre dit basé sur les règles. La Chine, l'Inde, le Brésil, enfin, la majorité internationale, la majorité globale est contre cet ordre. Parce que cet ordre est établi d'une manière, d'ailleurs, basée sur des standards doubles, sur les double standards, par les pays occidentaux qui se donnent le droit de dire ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Ce que fait Israël en Palestine, c'est correct pour une certaine manière. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est correct? Et là, et la Russie qui défend ses intérêts et sa sécurité en Ukraine, c'est pas correct. Mais je ne vois pas de logique dans cette position, sauf les intérêts géopolitiques de l'Occident. Mais ça, c'est pas des règles, c'est des intérêts de l'Occident qu'il veut que les autres pays acceptent. Mais on n'est pas au 19e siècle déjà, et même pas au 20e, c'est le 21e siècle. Le monde est de fait multipolaire. Donc voilà, c'est ça les racines. Les racines, c'est le désir de l'Occident d'établir un système international hégémonique qui permettrait à l'Occident de conserver son emprise sur le système financier mondial, sur le système économique mondial et sur le système géopolitique mondial. Donc, je pense que ce qui est en train de se jouer en Ukraine aujourd'hui, c'est justement l'ordre international du XXIe siècle. C'est ça le conflit. L'Ukraine est le terrain sur lequel ce conflit se développe. Et je pense que l'Occident n'est plus en force d'établir un système qui serait à 100% convenable pour les élites dirigeantes. Je dois aussi dire une chose très importante, c'est que je suis de l'opinion que les élites dirigeantes de l'Occident partent d'une doctrine qui n'a rien à voir avec les intérêts nationaux des pays de l'Occident. Je veux dire des peuples. C'est très important, c'est que quand nous voyons le taux de soutien de M. Starmer en Grande-Bretagne, 29%, 25%, évidemment, la majorité de la population ne soutient pas M. Starmer. Et il est Premier ministre à cause d'un système électoral très spécifique, majoritaire, qui est en force en Grande-Bretagne. Quand nous voyons le taux de soutien de M. Macron en France, il n'a même pas une majorité relative au Parlement. Il est son parti numéro 3, je pense, aujourd'hui au Parlement. Et nous voyons que en Allemagne, par exemple, le taux de popularité de l'alternative pour l'Allemagne, aujourd'hui, est supérieur au taux de popularité du parti chrétien-démocrate qui est dirigé par le chancelier actuel. Mais comment ça se fait que le chancelier représente 24% de la population et la plus grande force d'opposition représente 25-26%? Comment ça se passe? Donc, je pense que, par exemple, l'Allemagne a beaucoup perdu de cette crise avec la Russie. Parce qu'en s'étant privé du gaz et du pétrole russe, l'économie allemande s'est trouvée face à une très grande crise. Vous savez que l'Allemagne a un taux de croissance négatif, au zéro. Et la France, qui, à travers le ministre de la Finance, Bruno Le Maire, a promis de mettre à genoux l'économie russe, elle a un taux de croissance de 0,8-0,9%. Tandis que la Russie a eu 4% cette année. Et maintenant, il y a un autre prophète, c'est M. Jean-Noël Barrot, qui dit qu'il faut asphyxier l'économie russe. Et je me demande,
est-ce qu'il a observé les résultats des tentatives de nous mettre à genoux pendant les 3 dernières années ou non? Ou il vient de je ne sais où, avec des idées, à mon avis, tout à fait absurdes, de continuer la politique qui n'a pas donné de résultats à ceux qui l'ont engendré. Alors précisément, depuis le début de l'opération militaire spéciale, de l'eau a coulé sous les ponts. Et à l'heure où nous parlons, même, des négociations sont en cours à Istanbul entre Russes et Ukrainiens. Trump a fait ses 100 jours. Donc, le contexte général est en train de changer. Et pourtant, les Européens sont dans une logique qui semble jusqu'au boutiste. Ils parlent les trains de sanctions s'enchaînent les uns derrière les autres, en parlant de sanctions dévastatrices. Alors on ne sait pas dévastatrices pour qui, au juste, parce que pour le moment, comme vous le disiez, les économies européennes, c'est plutôt... Voilà. Et également, le président Macron propose d'offrir le parapluie nucléaire français à la Pologne, et puis, si je comprends bien, qu'il demandera en Europe. Comment analysez-vous cette escalade, au moins verbale, des Européens, alors que du côté américain, on serait plutôt sur la réserve? Je pense qu'il y a une différence importante entre la position des États-Unis et la position des principaux pays européens envers la crise ukrainienne et envers la Russie. Je pense que Trump, au contraire de ce qu'on dit de lui, une personne irascible, déraisonnable et ainsi de suite, je pense qu'il est un grand réaliste. Et pendant 3 années, il a observé la politique de l'administration Biden vis-à-vis l'Ukraine et la Russie. Il est venu à la conclusion que les résultats sont nuls, plutôt négatifs pour l'Occident, pour les États-Unis aussi. Ils ont dépensé, il dit 350 milliards de dollars. Bon, ça peut être moins, mais ils ont dépensé des grandes sommes d'argent pour l'Ukraine et les résultats sont nuls. Au contraire, la Russie et les États-Unis se sont trouvés au bord d'une situation d'une crise potentielle nucléaire. Et Trump est venu aux élections de 2024 et il a dit « Je veux surtout ne pas admettre une troisième guerre mondiale. » Et je pense que c'est tout à fait logique. Et donc, il a décidé de retirer les États-Unis de cette crise où, et comme dit Trump, America first, l'Amérique en premier lieu. Si vous venez, il veut faire de la sécurité américaine la plus grande priorité pour lui, il doit retirer l'Amérique de cette crise. Parce que, autrement, c'est l'Amérique qui va être visée par un conflit nucléaire potentiel entre la Russie et l'Occident. Et donc, c'est justement ce qu'il fait. Vous avez remarqué? C'est un coup de maître, à mon avis. Il a dit, non, on va participer politiquement à la solution de ces crises, mais militairement, merci beaucoup, on a essayé pendant 3 ans, ça n'a mené nulle part. Le président stupide, comme il parle de Biden, nous a fait dépenser des centaines de milliards de dollars pour une guerre qui n'a aucun sens pour nous et qui mène seulement à la mort de beaucoup de gens en Ukraine et en Russie. Voilà, ça c'est... Je pense que Trump est revenu aux intérêts réels nationaux des États-Unis. Et les intérêts nationaux des États-Unis ne sont pas à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que c'est une chose absolument absurde. Ça serait une menace permanente d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. L'Ukraine dans l'OTAN. Trump a dit, mais pourquoi on doit faire ça? Mais c'est idiot. Et je suis absolument d'accord avec lui. C'est idiot. Prenons maintenant les leaders de l'Europe de l'Ouest. J'ai souvent de grands doutes sur leur capacité intellectuelle.
je me demande où est-ce qu'ils veulent en venir. Je comprends que ce sont des ambitions surtout. C'est le désir de prévaloir, de mettre la Russie à genoux. Ils ont regardé la carte? Un peu. Il faudrait que les dirigeants des pays européens se mettent une grande carte de la Russie. Et ça leur faisait réfléchir un peu peut-être. Ils ont oublié. Est-ce qu'ils ont vu la profondeur stratégique de la Russie? Est-ce qu'ils ont réfléchi pourquoi la France a été surmenée par Hitler en un mois? Parce qu'il y a l'Allemagne à l'est et l'Atlantique à l'ouest. Et vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Tandis que ils ont vu jusqu'où dure la Russie. Et Hitler s'était heurté non seulement à la résistance militaire russe, mais il s'est heurté à cette profondeur stratégique de la Russie. Maintenant, ils disent qu'ils veulent vaincre la Russie. Mais comment est-ce qu'ils pensent si Hitler n'a pas vaincu la Russie? D'ailleurs, Napoléon aussi, il est venu avec une armée de 560 000 militaires en Russie. De tous les pays de l'Europe, des Français, des Espagnols, des Polonais. Il est parti après Berezina avec 30 000. Il a perdu toute l'armée. Et il a perdu le pouvoir. C'était ça le résultat de sa campagne militaire contre la Russie. Je pense que la chose la plus irréfléchie qui a été faite par Napoléon, c'est de venir jusqu'à Moscou. Donc, je ne comprends pas où ils veulent en venir. Je pense qu'ils veulent surtout démontrer qu'ils sont une force majeure sur l'échiquier international, pas seulement les États-Unis, pas seulement la Chine, pas seulement la Russie, mais l'Union européenne, voilà, qu'elle pèse. Mais on peut peser différemment. On peut peser d'une manière intelligente et on peut peser d'une manière dévastatrice pour l'Union européenne. Et ce que je vois justement, c'est que ils partent de cette conception que cette guerre peut être vaincue par l'Ukraine. Mais c'est évident déjà que cette guerre ne peut pas être vaincue par l'Ukraine. Et ce n'est pas une notion virtuelle. Il y a 3 ans d'expérience militaire, économique, politique, qui démontrent que cette guerre ne peut pas être vaincue par l'Ukraine. Et ils persistent toujours à dire que c'est possible. Mais non, c'est impossible. Il y a un nouveau venu, monsieur Merz, là, voilà, avec ses petites cuillères qu'il a essayé de cacher. Et il dit des choses absurdes. Et, si nous démontrons une unité, la Russie va perdre. Mais où est-ce qu'il a été ces 3 ans? Je ne propose pas de croire aux mots, mais je propose aux leaders occidentaux de croire aux faits. Et les faits sont là, ils sont sur la table. Vous pouvez analyser l'évolution de la situation pendant les 3 dernières années, elle est négative pour l'Ukraine. Et c'est justement ce que dit Trump, ce qu'il a dit à Zelensky à Washington, vous n'avez pas de carte. Si vous ne venez pas à bout de cette guerre, vous allez perdre beaucoup plus que vous avez déjà perdu. Et je me demande quelle est la raison pour laquelle les leaders occidentaux persistent toujours dans cette logique perverse, et que si cette guerre est perdue par l'Ukraine, ça serait la fin de leur position politique. Parce que, en ayant dit que nous allons vous soutenir combien il faudra, ils ont dit au fait que si vous perdez, nous perdons aussi avec vous. Et Ursula von der Leyen ne veut pas partir, Macron veut être De Gaulle, ou je ne sais pas, Napoléon, mais il ne veut pas partir, et ainsi de suite. Ils veulent vaincre parce qu'autrement, ils perdent le pouvoir dans leur pays. Et ce n'est pas seulement une perte d'autorité, mais c'est une perte de pouvoir. Et il y a des forces alternatives. En France, en Allemagne, d'ailleurs en Angleterre, le parti des réformes, qui maintenant est en première position par popularité de Nigel Farage. Et je pense que c'est là l'enjeu. C'est qu'ils ont fait de la guerre en Ukraine un élément central de leur pouvoir à l'intérieur de leur pays. Et si cette guerre est perdue, les peuples de France, de la Bretagne, de l'Allemagne, ils vont dire
Alors, Vous avez obtenu quoi? Sinon, venons-en à l'hypothèse de la défaite, puisque Moscou et toute la Russie a fêté le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Donc le nazisme a été défait en 1945. Et l'un des objectifs de l'opération militaire spéciale me laissait personnellement un peu perplexe, c'était la dénazification de l'Ukraine, alors que le nazisme avait déjà été vaincu. Et est-ce que vous savez quel sens on peut donner à cette dénazification? Est-ce que derrière ça, il y a l'idée de l'établissement d'un tribunal type Nuremberg 2.0 pour les criminels qui se sont livrés à des crimes de guerre, et puis derrière à ceux qui les ont aidés peut-être? est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Je pense que la demande principale de la Russie, c'est que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et est neutre du point de vue militaire. Pour obtenir une Ukraine neutre, il faut avoir une Ukraine où les forces néo-nazies qui existent en Ukraine, et ça s'est démontré par les symboles qui sont portés par les militaires et par la propagande ukrainienne, et aussi par beaucoup de choses, par les monuments, à M. Bandera, qui était un des alliés de Hitler, et ainsi de suite. Il faut que ces forces soient neutralisées. Une Ukraine neutre ne suppose pas d'avoir des forces néo-nazies qui définiraient la politique de l'Ukraine. Et donc, comme en Allemagne par exemple, les partis pro-nazis ont été, après la Deuxième Guerre mondiale, ont été interdites. Je pense qu'il serait raisonnable pour les Ukrainiens d'accepter des lois qui interdiraient des forces ultranationalistes, parce que ces forces, justement, se prononcent toujours pour la guerre contre la Russie. C'est aussi simple que ça. D'accord, on va vers l'établissement de tribunaux. Je pense que ça, c'est l'idée principale. Et les détails, on les verra ensuite. D'accord. Alors il y a aussi il y a la guerre sur le terrain, puis il y a le front économique également. L'an dernier, il y avait le sommet des BRICS à Kazan, auquel j'ai assisté. Et est-ce qu'on peut dire que les BRICS, c'est un anti-G7 Les BRICS sont dépeints comme un anti-G7 par les G7. Voilà, c'est ça. Voilà, justement. Mais j'observe cette évolution des médias occidentaux sur le BRICS pendant ces dernières 20-25 années. Et c'est curieux. Au début, c'était « Ah, mais c'est pas sérieux, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Bon, nous sommes les grands, nous définissons le sort mondial, et là, c'est... Bon, d'accord. Puis, plus tard, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, depuis 15 ans, ah, mais c'est un nouvel ordre alternatif à la G7. Nous devons faire quelque chose, c'est sérieux. Et je pense que les BRICS ne sont pas les anti-G7. Et on peut voir ça, par exemple, c'est nulle part dans les documents de BRICS que c'est contre, par exemple, les pays occidentaux. Pas du tout. Mais c'est contre les BRICS sont contre l'ordre mondial basé sur les règles dont on a déjà parlé. Je pensais au processus de dédollarisation qui est en cours, qui n'est pas, bien sûr, qui ne se fait pas. Justement, les BRICS veulent un nouveau ordre mondial qui sera plus convenable aux intérêts nationaux de ces pays. Parce que l'hégémonie occidentale ne se base aujourd'hui pas sur les réalités économiques et politiques. Regardez, il y a enfin, quand les BRICS ont été créés, quand les G7 ont été créés, en 1973, je pense, oui, en France, les 10 premiers économies mondiales, tous étaient des pays occidentaux. Tous, à part l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique était là, mais tous les autres, c'était les pays occidentaux. Aujourd'hui, il y a seulement 5 pays occidentaux dans les top 10. Et, par exemple, l'Angleterre et la France sont sur les positions 9 et 10. Donc, ils sont sur le bord de quitter le top 10. Et qui y a encore? Il y a la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et l'Indonésie. Donc,
dans l'économie mondiale, aujourd'hui, les BRICS ont 50% des top 10 positions parmi les économies les plus fortes du monde. Les autres 5, c'est l'Occident. Au moins, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que le monde non occidental est devenu aussi fort que le monde occidental, ou même peut-être plus fort. Et dans ces conditions-là, comment est-ce que l'Occident peut nous faire accepter les règles qu'il définit pendant les réunions de la G7 en tant que règles globales? C'est impossible. Si vous ne commandez pas l'économie mondiale, et l'Occident ne commande pas l'économie mondiale, il en fait une grande partie, mais il ne commande plus l'économie mondiale. Vous ne pouvez pas insister que votre ordre international que vous préférez soit obligatoire pour les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, le système international basé sur le dollar est un système qui a démontré, je dirais, qui a démontré qu'il peut représenter un danger pour les pays non occidentaux. Et c'est justement, c'est les Américains qui ont fait ça. Quand ils ont arrêté les avoirs russes, et aussi les Européens, de 350 milliards de dollars qui étaient dans les banques américaines et françaises, ils ont lancé un message que tout ce que les pays non occidentaux possèdent dans les banques occidentaux peut être arrêté à n'importe quel moment. Parce que nous n'aimons pas le président de ces pays, ou la politique, ou quelque chose. Et donc, pourquoi tout le monde avait un intérêt à suivre le système international basé sur le dollar? Parce que c'était un système neutre, politiquement neutre. Vous pouvez avoir des conflits avec les États-Unis, mais personne ne touchait à ce que vous avez à vos avoirs dans les banques occidentaux. Maintenant, on a vu, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas de la Russie, avant il y avait des précédents, c'est l'Iran, c'était le Kazakhstan à un certain moment, quand ces avoirs ont été gelés dans les banques occidentaux. Donc le dollar est devenu une arme politique. On nous a démontré que le dollar peut être utilisé à des fins politiques. Il a cessé d'être un instrument financier neutre. Et une devise mondiale doit être neutre par définition. Autrement, elle ne va pas être acceptée. Parce que si on vous dit « Oui, il n'y a pas de problème, vous mettez vos finances dans nos banques et au moment voulu, vous les retirez. » Oui, c'est ça. Mais si on vous dit « Non, on n'est pas d'accord avec vous sur ça ou ça et ça, et c'est pour ça que ça va être gelé. » Et qu'est-ce que ça va produire? Et d'ailleurs, une des raisons pourquoi Trump veut retirer des États-Unis de cette guerre, c'est justement parce qu'il comprend très bien que c'est en train de subvertir le pouvoir du dollar. Et il comprend très bien que le pouvoir du dollar, c'est le pouvoir des États-Unis sur le système international. C'est même pas les bases militaires. Même pas les bases militaires. C'est le dollar. Et si le dollar est employé comme arme politique, c'est une subversion du dollar. C'est justement ce qu'a fait l'administration de Biden. Et c'est pourquoi Trump parle de Biden comme un président stupide. Parce qu'il était en train de saper les sources mêmes de la puissance américaine. Donc, le front militaire cède, le front économique, l'Occident se tire une balle dans le pied à répétition. Il reste le front médiatique et des campagnes de russophobie extrêmes en France et je suppose dans le reste de l'Europe. Quels sont, à votre sens, les contre-mesures que peut prendre la Russie? Parce qu'il semble qu'en matière de soft power, elle est quand même un léger retard. Je pense que l'évolution de la situation démontre par elle-même que la position prise par les gouvernements des pays de l'Union européenne et par suite par les médias principaux européens est une position qui ne peut pas être soutenue. Il y a, et c'est ça la force de la Russie, c'est de démontrer par les faits réels
on the ground, comme on dit, sur le terrain, que la victoire sur la Russie n'est pas réelle. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi une évolution de la presse, bon, une évolution non voulue, je dirais, une réticente, mais tout de même, il y a 3 années, toute la presse occidentale disait que voilà, on va faire une défaite à la Russie, l'Ukraine va vaincre dans cette guerre. Puis il y a 2 années, la conclusion était tout à fait différente, que l'Ukraine ne va pas vaincre cette guerre. Et maintenant, on dit que l'Ukraine va perdre cette guerre. Et le discours politique occidental a aussi changé. Premièrement, c'est la victoire. Deuxièmement, ne pas admettre la victoire de la Russie. Aujourd'hui, ne pas admettre la défaite de l'Ukraine. Et donc, je vois que, justement, la force médiatique, informationnelle de la Russie, c'est de démontrer par les faits réels que cette doctrine de la victoire sur la Russie, elle ne joue pas, elle ne peut pas être acceptée comme sérieuse. Et d'ailleurs, je dois vous dire que c'est quelque chose qui est très, très bien compris par le leader de la Chine, par le leader du Brésil, enfin, par le monde entier. Sauf, et je pense aussi par plusieurs Européens, comme les Serbes, les Hongrois, bon, les Espagnols et les Italiens qui ne sont pas très actifs dans ces histoires. Aujourd'hui, il n'y a que l'Allemagne, la France et l'Angleterre qui restent. Et les Polonais, bon. Les Polonais. Donc, je pense que c'est ça. C'est l'enjeu informationnel se joue sur le terrain. Il ne se joue pas dans les rédactions du Monde ou de Frankfurter Allgemeine ou de The Guardian. Il se joue autre part. Et la presse, elle est réticente, mais elle doit suivre cette évolution. Elle ne peut pas dire que le noir, c'est le blanc. Bon. Au moins, ils disent que c'est gris aujourd'hui. C'est gris pour l'Ukraine. Et je vois aussi qu'il y a de plus en plus de voix aussi en Occident. Il y a, par exemple, j'ai suivi les discours de Dominique de Villepin, de Raffarin en France, même de Mélenchon. Ils disent des choses enfin, assez réalistes sur cette guerre. Et à la télévision française, il y a 3 années, une apparition d'un personnage qui dirait « Ah non, on ne peut pas vaincre cette guerre », je pense que ça aurait été scandaleux, mais aujourd'hui c'est normal. Et donc il y a un changement de front médiatique aussi, bien que, comme j'ai dit, avec beaucoup de réticence, mais les médias occidentaux sont forcés d'accepter les faits. Et les faits demandent que l'Europe reconsidère sa position. Et oui, bon, il y a toujours... Et même, je dirais que même Macron et Starmer, ils commencent à évoluer un peu. Comme Starmer a dit que pour envoyer les forces militaires en Ukraine, il faut le soutien des États-Unis. C'est une formule assez intéressante parce qu'il n'y aura pas de soutien des États-Unis. Et Starmer le sait, il doit sortir de cette impasse. Et donc il dit, dès que les Américains nous soutiennent, on les envoie. Et comme les Américains ne nous soutiennent pas, on ne va pas les envoyer. Et bon, voilà la réponse. Donc je vois aussi une évolution forcée. Une ubiquité toute britannique. Justement, mais je pense que Macron pense la même chose. Et il ne dit pas ça. Mais il y a quelques jours, il a dit que l'Ukraine ne peut pas reprendre tous les territoires qu'elle a perdus. Je dirais, il faut corriger ça. C'est déjà un pas de la part de Macron. Mais il faut corriger ça. L'Ukraine ne peut pas reprendre nul territoire qu'elle a perdu. Pas tous les territoires, nul. Et c'est pas moi qui le dis. Mais c'est ce qui se passe sur le front. Et je pense que pour l'Occident, pour les médias occidentaux, pour les hommes politiques européens, il faudra accepter ça à un certain moment. Alors, puisque, par la grâce de GPTV, vous pouvez vous adresser directement aux Français en contournant les médias que certains disent de grands chemins, est-ce que vous auriez un message à délivrer J'ai un message que j'ai déjà évoqué pendant un nombre d'interviews pour les médias occidentaux, c'est que nous ne sommes pas en conflit avec les peuples de l'Occident. Mais nous sommes en conflit avec les élites dirigeantes de plusieurs pays de l'Occident qui ont décidé de
assumer une défaite à la Russie via l'Ukraine, en ne menant pas une guerre directe contre nous, mais une guerre proxy, ce qu'on dit, une proxy war, à travers l'Ukraine. Et je pense que c'est une ligne politique qui est tout à fait contraire aux intérêts des peuples de l'Europe. Je pense que une grande partie des peuples de l'Europe comprend ça, et c'est pour ça qu'elles soutiennent les forces alternatives dans les pays de l'Europe. Et je pense que les élites dirigeantes de l'Europe, ils mènent les pays dans une impasse qui ne donne absolument rien à la population de ces pays, aux Européens, parce que, objectivement, l'Europe a besoin de la Russie. La Russie a aussi besoin de l'Europe, mais on a besoin d'une Europe qui ne voudrait pas nous faire assumer une défaite cuisante et de nous imposer les règles de notre existence. On voudrait une Europe coopérative. Et je pense qu'à un certain moment, ça va arriver parce que toutes les guerres, même les guerres froides, elles terminent à un certain moment. Et je pense que cette guerre va terminer par une renaissance des relations entre la Russie et l'Europe. Et je suis absolument sûr que les peuples de l'Europe vont gagner de cette renaissance. Merci Monsieur Pouchkov pour cet entretien. Merci à vous. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle, la seule lecture rentable.